Vous pensiez tout savoir de l'histoire de votre école. Sans doute, sans doute. Mais laissez-moi malgré tout vous rappeler quelques points, quelques repères de cette histoire. C'est ici, place Saint-Germain-des-Prés, en face de la vénérable église, l'une des plus anciennes de Paris, à mi-chemin du quartier latin et de l'aristocratique faubourg Saint-Germain, qu'est fondée en 1872 l'école libre des sciences politiques. Évidemment, le quartier n'était pas encore celui de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir et de Juliette Gréco, ni celui des top modèles et des branchés du Café de Flore. Mais on y trouvait un lieu très intéressant, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Émile Boutmy loue ces quelques salles pour accueillir son premier petit groupe d'élèves qui va étudier un peu de géographie, un zeste d'ethnologie, plus d'histoire diplomatique, davantage encore de doctrines économiques et financières et un peu beaucoup même de droit et de sciences administratives. C'est dans ces locaux que s'installa l'école libre des sciences politiques. C'était sympathique, c'était commode, mais très vite on s'y est senti un peu à l'étroit. Heureusement, diverses bonnes fées se penchent sur le berceau de la nouvelle école, et notamment la duchesse de Galliera, qui possède tout près d'ici l'hôtel Matignon et qui dispose aussi de moyens très importants et d'une influence considérable dans la vie politique parisienne. La généreuse duchesse, on se croirait un peu dans une émission de Stéphane Bern, fait un don de 1 million de francs or à l'école libre des sciences politiques, ce qui lui permet d'acheter l'hôtel particulier Mortemart rue Saint-Guillaume et d'y entreprendre de très grands travaux, à tel point que 3 ans plus tard, ouvre enfin Sciences Po. C'est la fin des locaux trop étroits, c'est la fin de l'itinérance. Émile Boutmy et son école libre des sciences politiques sont enfin arrivés à bon port, c'est-à-dire rue Saint-Guillaume. Ah, voici donc le 27 rue Saint-Guillaume. Nos aïeux l'ont connu plus étroit, mais avec le succès, on a peu à peu poussé les murs. Alors on casse, on creuse, on déplace des cloisons, et puis on se déploie vers le 25, vers le 29. Bref, on s'agrandit. Allez, on entre. Durant les années 30, les amphithéâtres sortent de terre. Architecture fonctionnelle, décoration art déco, rampe d'escalier superbe, ascenseur, espace, impression de liberté et de savoir. Et voici le roi de ces amphithéâtres, l'amphithéâtre Émile Boutmy, fruit de toutes ces métamorphoses. C'est le triomphe du style art déco donc. Verre poli et palissandre. Vous vous souvenez certainement des sièges si confortables. Ce sont ceux dessinés par Jean Prouvé. Et ils sont toujours là dans l'amphithéâtre Boutmy. Ici, quelques-uns des plus grands professeurs de l'école se sont exprimés. De mon temps, c'était Chevalier pour l'histoire, Touchard pour la pensée politique, Georges pour la géographie, Raymond Barre pour l'économie. Mais il y a eu aussi à cette chaire des invités prestigieux comme Mitterrand, Gorbatchev. C'est un lieu, comme on dit, où souffle l'esprit, et c'est pourquoi on y pénètre toujours, un peu en tremblant d'émotion et de respect, et on en sort, évidemment, enrichi par ce qu'on vient d'y entendre. Et nous arrivons à la péniche, le cœur mythique de Sciences Po. C'est à la péniche que tout le monde se retrouve.
C'est à la péniche que l'on sèche ses larmes, si possible, après un oral raté. C'est à la péniche que l'on met la dernière touche à un exposé pour lequel on a le trac. C'est à la péniche que l'on jette un regard nostalgique sur les vestiaires où autrefois on laissait ses affaires et où il n'y a maintenant plus personne pour les recevoir. La péniche ou l'agora de Sciences Po, la même où le regretté Jean Touchard exhortait les jeunes étudiants révolutionnaires à occuper l'amphithéâtre Émile Boutmy, surnommé provisoirement et de manière éphémère amphithéâtre Che Guevara. La péniche ou l'agora, toujours vivant et légendaire de Sciences Po. Voilà, j'ai les clés de l'étage noble, les clés du Saint des Saints, là où règne dans des lieux immaculés le directeur, après Émile Boutmy, après le roi Beaulieu, après Chapsal, après Lancelot, après Richard Descoings. Maintenant, c'est un autre Frédéric, Frédéric Millon. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le ministre. La dernière fois que je suis rentré dans ce bureau, c'était en 1968, où nous avions défoncé la porte. pour pénétrer dans le Saint des Saints. Pour pénétrer dans le Saint des Saints. Mais je dois dire que ce sont dans des circonstances beaucoup plus paisibles maintenant, qui me permettent à la fois de voir à quel point ce bureau si bien dirigé est beau, et comme il s'ouvre sur ce parc où de mon temps nous n'avions pas le droit d'aller. À bientôt. Merci pour votre accueil. Oui. Au revoir. Nous voici dans un des couloirs de la fameuse bibliothèque de Sciences Po. Évidemment, les grandes salles du 27, si fameuses, ont disparu. Nous verrons dans un instant par quoi elles ont été remplacées. Mais quand même un petit brin de nostalgie. Ces grandes salles qui ouvraient par des baies vitrées sur le jardin, avec leurs vastes tables, où l'on travaillait côte à côte. Depuis 8h30 le matin, on se battait pour avoir la meilleure place. On vu défiler des générations d'étudiants qui ont beaucoup travaillé, bossé leurs cours, préparé leurs examens, lu la presse quotidienne et aussi la presse ancienne que l'on pouvait faire venir de la bibliothèque. Et puis aussi, parfois, dans ces vastes bibliothèques, temples du savoir, il leur est arrivé de tomber amoureux. De l'autre côté de la rue, la librairie aussi a connu quelques changements. Elle fut à droite, elle est maintenant à gauche. À ses côtés, toujours le monde des livres, avec la bonne vieille Bible du 30, lieu d'interminables attentes et de longues lectures. Pour les aventureux, au fond de son jardin, un baraquement abrité des machines étranges à lire les microfilms, certains ayant ainsi fait l'apprentissage du renseignement. Ainsi donc, vous l'avez bien compris, le 27 n'est plus que l'île principale d'un très vaste archipel, comme l'a si judicieusement nommé René Raymond.
Comme tout archipel, l'Institut a ses îles proches et ses rivages plus éloignés. Depuis la guerre, Sciences Po n'a cessé de s'agrandir. Le 56 rue des Saints-Pères, qui accueillit l'ENA de 45 à 78, puis la rue de la Chaise, lieu historique de l'AP, l'année préparatoire. Et nous voici donc chez Basile, l'annexe incontournable de Sciences Po, sans laquelle aucun cursus universitaire ne pourrait être validé. Chez Basile, génération après génération, les futurs ministres, les beautés norvégiennes, les Libanais loquaces ont été heureux de pouvoir profiter des flippers qui ont disparu et qui ont été remplacés par des ordinateurs, du chocolat toujours bon et du Francfort frites toujours abordable. La promenade est belle. Elle pourrait même nous entraîner hors de Paris. Nancy, Dijon, Poitiers, Menton, Le Havre, Reims. C'est donc rue Saint-Guillaume que nous nous retrouvons, là où tout a pratiquement commencé après le don de la duchesse de Galliera. Et c'est encore rue Saint-Guillaume que nous nous trouvons en face de l'association, du siège de l'association des anciens élèves, association qui fête son 140e anniversaire. Alors bon anniversaire et soufflons ensemble les 140 bougies.